de l'Obvia, ainsi qu'Ubisoft. Je suis vraiment ravie de pouvoir présenter mes recherches aujourd'hui, donc sur l'implantation des systèmes d'intelligence artificielle dans les CHU. Et cette recherche est soutenue par l'Obvia et aussi par le HPOD. Donc c'est un laboratoire de recherche transdisciplinaire en santé qui réunit des expertises en droit, organisation, gestion. Je ne suis pas de formation juridique, mais j'essaye d'explorer toutes ces dimensions de ma recherche aujourd'hui. Donc je vous parlais d'IA en santé. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui est pan-canadienne, fédérale, avec des investissements considérables. On parle aujourd'hui de AI for Health. Donc ce sont des investissements qui viennent en fait des fonds publics et privés à travers le CIFAR, donc le Canadian Institute for Advanced Research. Et j'ai appris dernièrement, lors du lancement des recommandations du CIFAR, que 30% des chaires qui sont octroyées aux chercheurs le sont dans le domaine de la santé. Donc on voit que c'est vraiment une stratégie centrale qui s'active autour de quelques pôles et investissements, notamment cette idée d'agréger les données de santé à travers les provinces et permettre à des chercheurs d'aller puiser dans des ressources, des connaissances clinico-administratives à travers diverses régions pour faire de la recherche, pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, etc. Donc c'est quelque chose aussi qui va s'amarrer à des stratégies régionales, et notamment au Québec, j'ai cité des initiatives qui sont importantes autour d'un véritable écosystème de l'intelligence artificielle, avec le MILA, mais aussi des universités qui s'activent ensemble pour lancer cette recherche, et à Québec dernièrement, avec la création d'instituts intelligence et données, et notamment avec la stratégie de santé autour de Pulsar. Donc je vous cite en fait toutes ces initiatives dans l'idée de dire il y a beaucoup d'investissements, on est en train de développer beaucoup de choses, d'activer des acteurs, de faire de l'intersectorialité, de la multidisciplinarité, etc. Et ça, qu'est-ce que ça fait auprès des citoyens, donc des patients, des médecins, etc. Ça élève les attentes. On peut voir que lorsqu'on regarde les manchettes de nos journaux, dans des annonces, etc., qu'est-ce qu'on peut lire dans les médias quand on parle d'un nouvel algorithme qui va automatiser le triage, qui va aider nos cliniciens à réduire le nombre d'erreurs, à gagner en efficience dans les systèmes, faire des économies. On se dit, ça y est, ça va sauver tous les problèmes finalement. On va enfin pouvoir changer ce rêve en une réalité, un système efficient, plus d'attente à l'urgence, enfin toute la perfection d'un parfait hiver finalement. Et on voit aussi d'autres manchettes qui nous parlent d'un système de santé méconnaissable en mieux avec l'intelligence artificielle. Je dis tout ça parce que ces attentes peuvent être peut-être dangereuses, dans le sens où si on revient à des connaissances en implantation des technologies, on a vu des courbes assez optimistes dernièrement, avant la pause. On voyait des innovations disruptives qui s'enlevaient vers le ciel. Et moi, j'aime bien ce cycle de Gartner des technologies qui nous montre une inflation des attentes, donc cette belle courbe, puis après un puits des désillusions, et puis lentement, on va aller vers un plateau de la productivité, par échec, itération, adaptation, collaboration, etc. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est encore l'Institut Gartner qui a représenté toutes les, on va dire, techniques d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et comme vous le voyez, on est au départ, ou bien on est bien au pic de l'inflation des attentes, et quelquefois vraiment dans le puits des désillusions. Donc on n'est pas encore arrivé pour beaucoup de techniques dans ce plateau de productivité. Et c'est un peu tout ce qui anime mon intérêt pour l'intelligence artificielle en santé. Parce que je vais vous montrer que le domaine de la santé, qui est un peu un domaine réfractaire à l'implantation de la technologie, est un très très bel exemple de ce puits des désillusions qui peut être celui actuel. Quels seraient en fait les facteurs bloquants en santé? Alors j'ai pas voulu faire une recension très très complète de ce qu'on peut trouver, mais pour résumer, on voit que c'est quand même assez multidimensionnel. Il y a des aspects techniques, on parle souvent du manque de données de santé pour entraîner, valider les algorithmes. Je vous dirais qu'aussi dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a un problème d'interopérabilité. Parfois un système d'intelligence artificielle, un système d'information arrive dans une organisation, il a du mal à s'arrimer avec les systèmes actuels de nos organisations. Il y a des problèmes juridiques, on en a des modèles de régulation en pleine construction, je vous en présenterai quelques-uns après. Des questionnements éthiques qui sont centraux, on a parlé de la sécurité des données, mais je vous dirais aussi qu'il y a des problèmes de biais, de discrimination, lorsque les modèles ne sont pas entraînés avec des données diversifiées. Des questions individuelles, on parle de la formation. Est-ce que nos professionnels de la santé sont vraiment équipés, outillés aujourd'hui pour utiliser et comprendre les informations qui sont émises par les systèmes d'intelligence artificielle? Puis là, je vous fais une liste pas du tout exhaustive, mais on voit que ça s'accumule. Et au niveau organisationnel, qui est vraiment mon centre d'intérêt, est-ce que les organisations de santé, dont certaines fonctionnent encore avec le fax, sont prêtes à intégrer ces systèmes d'intelligence artificielle? Je vous fais un peu une exagération ici, mais c'est pour vous dire qu'il y a tous des processus, des modèles à construire pour amener des innovations disruptives dans nos milieux de soins.
Je m'intéresse, comme vous voyez, au HPOD, à des questions juridiques, et je peux dire que j'avais d'abord intitulé cette slide une agitation réglementaire, parce qu'on a vraiment du mal à suivre ce qui se fait en termes de réglementation de l'intelligence artificielle en santé, et c'est très intéressant. Si on peut les comparer, ici on voit qu'il y a la FDA, dont la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui propose des modèles de régulation basés sur le cycle d'avis, puisque les systèmes d'intelligence artificielle apprennent et évoluent au cours de leur utilisation. On se demande comment on peut réglementer après la mise sur le marché. C'est quelque chose qui inspire beaucoup la réglementation aujourd'hui. Il y a une réglementation qui m'a beaucoup inspirée, c'est celle du projet de loi de bioéthique. En effet, en France, le médecin sera obligé d'informer le patient de l'utilisation d'un algorithme dans le mode de décision clinique. Je pense que ça peut vraiment servir d'inspiration pour d'autres réglementations. Et puis on avance. Et au Canada, dernièrement, j'ai appris que Santé Canada va mettre en place une Regulatory Sandbox. Je pense que c'est un bac à sable réglementaire qui permettra aux innovateurs dont les systèmes n'entrent pas dans la réglementation standard de discuter avec les organes de réglementation pour voir comment on peut finalement mettre en place des systèmes qui s'adaptent à chaque cas. Donc il y a une vraie agitation en marche. On essaie de s'interroger comment limiter les risques, maximiser les bienfaits de ces innovations. Mais la question, ce serait aussi... finalement, est-ce qu'on est est-ce qu'on est vraiment en train de répondre à tous les enjeux que je vous ai présentés auparavant? Là, on voit vraiment qu'on est sur la question juridique et éthique. La question, pour moi, il y a un risque qu'on n'évoque pas assez, c'est celui de la non-adoption. Non-adoption, ça voudrait dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont en développement dans les laboratoires de recherche, que ce soit académiques ou privés. Et dernièrement, il y a quand même eu une série d'articles de recherche en IA et santé qui nous dit « l'IA en santé, c'est la vérité qui dérange ». C'est-à-dire beaucoup de développement, des tests dans des milieux contrôlés, mais quand on arrive en milieu de soins, c'est là qu'on s'affronte à une certaine barrière. Des spécialistes, notamment publient dans Nature, en nous disant il y a quand même très peu de systèmes d'apprentissage automatique qui sont aujourd'hui utilisés. On voit les systèmes automatisés pour la détection, par exemple, de la rétinopathie diabétique, d'autres systèmes qui sont dans la détection de maladies en colonoscopie, par exemple. Mais est-ce que ça rentre dans nos milieux de soins? Est-ce que ça apporte des bienfaits aux patients? Et quand même, on a l'impression qu'on est quand même face au puits de la désillusion. Là, on a du mal à faire de la généralisation. C'est pour ça que le CIFAR, donc, comme je vous présentais, dernièrement a présenté les recommandations de son comité de travail qui a travaillé 12 mois avec des spécialistes de l'ensemble du Canada. Qu'est-ce qu'on devrait dire sur l'IA en santé? C'est quoi les points sensibles? Et le point 2 des 3 points présentés, c'est celui du déploiement. Et ça m'a vraiment interpellée parce que ça me parlait, c'était ce que j'observais moi dans les centres hospitaliers. Il y a vraiment un point sensible de l'implémentation. On parle beaucoup des risques éthiques, du manque d'accompagnement juridique, mais finalement il n'y a pas assez d'accompagnement dans le déploiement. Et aujourd'hui, il y a quand même une espèce de trousse à outils qui a été montée par la recherche sur les technologies de l'information en santé, qui pourrait être utilisée dans la recherche de l'implantation de l'intelligence artificielle, c'est celle de la science de l'implémentation, ou de l'implantation en meilleur français. Donc ce sont toutes ces méthodes, ces processus qui permettent de faire en sorte que, 1, les technologies soient disponibles, et ça c'est pas forcément évident, il faut que ça rime avec le système d'information comme je vous le dis, qu'elles soient utiles et perçues comme telles. On voit très bien que certains professionnels de la santé peuvent penser que c'est encore une espèce d'outil qu'on leur rapporte en plus dans leur pratique qui va être pesant, pas perçu comme utile, même si les experts le disent, et qu'on puisse être capable d'évaluer ces technologies en continu et leurs impacts, qu'ils soient bénéfiques ou finalement qu'ils soient nuisibles à la pratique des soins. Mon projet de recherche, il se centre sur 5 centres hospitaliers universitaires à travers le Québec. Et en fait, c'est un projet qui a plusieurs aspects, mais avec le soutien de l'Obvia, aujourd'hui, je recense l'ensemble des outils d'intelligence artificielle qui sont en développement ou implantation dans les centres hospitaliers. Je travaille avec les équipes dirigeantes pour leur permettre de comprendre comment catégoriser ces outils, pas forcément en disant quelle est la technique d'apprentissage automatique qui est utilisée, mais quelles sont les données qui ont été utilisées, comment on peut mieux comprendre dans le cadre d'un contrat entre privé et public, de quoi est fait l'algorithme qu'on va mettre en place dans nos milieux. Et le but, c'est de sélectionner 3 de ces outils pour pouvoir faire une étude d'implantation plus approfondie, car, je vais vous le présenter, il y a quand même des outils qui ont passé la phase du développement, qui sont en live dans nos centres hospitaliers. La collecte des données, aujourd'hui, elle s'est centrée sur des entrevues avec ces équipes.
et pour comprendre un peu le niveau de maturité numérique. Parce qu'on parle beaucoup d'avancer de l'intelligence artificielle, mais le but, ça serait, mais où en est-on finalement dans ces CHU? Par la suite, je vais aussi conduire des observations pour reproduire une étude que j'ai déjà faite sur comment se déroule une implantation. Pour vous donner quelques premiers résultats, qu'est-ce qui pourrait nous laisser optimistes aujourd'hui sur ces centres hospitaliers et la manière dont on développe l'intelligence artificielle au Québec? On peut voir que la plupart des établissements ont investi massivement dans des infrastructures pour des mégadonnées, ce qui est un peu la source de développement de l'intelligence artificielle. On voit des lags, des entrepôts qui sont en train de se structurer. On agrège les données, même si on a du mal à le faire avec la première ligne, où il y a une multiplicité de systèmes d'information. On crée des guichets d'accès pour les chercheurs, pour leur permettre d'avoir des experts qui les guident dans les requêtes de données, le nettoyage, etc. On voit qu'il y a beaucoup de projets de recherche. Il y a beaucoup de projets de recherche très avancés, notamment avec une concentration sur certains secteurs, radiologie, cardiologie, ophtalmologie. Et une association très très forte est tenue avec des startups et des entreprises, de plus en plus de partenariats où on cherche des voies plus flexibles, des adaptations même de la réglementation pour pouvoir créer cette agilité dans des tests d'implantation. Donc ça, c'est ce qui devrait finalement nous égayer, nous faire un peu sourire, nous dire bon, on se lance dans les transformations de l'IA en santé. Mais ce que je peux observer avec mes recherches qui sont quand même d'un point de vue microscopique et individuel, c'est qu'il y a très peu de cas d'implantation. J'ai eu accès à des fichiers Excel qui listent l'ensemble des innovations en IA dans un centre hospitalier. Sur 60 listés, on va dire qu'il y a 3 cas d'implantation. Donc ça, je pense que ça reflète pas mal ce qu'on peut observer à l'ensemble des établissements. Quels sont les enjeux que présentent les acteurs, les ressources financières? Mais plus précisément, je vous dirais que l'ensemble presque des projets d'intelligence artificielle qui sont faits dans les établissements, c'est à travers des fonds de recherche. Donc pas des fonds finalement d'intégration qu'on utilise pour la pratique du soin. Il y a aussi très peu d'aide qui est donnée pour la constitution des infrastructures numériques des établissements. Aussi, ces centres sont face à une concurrence de l'industrie. Je pense que Ubisoft en est conscient. Les meilleurs experts vont dans les établissements privés. Et donc, comment réunir des experts aux compétences transversales, à la fois en santé, mais en data science? C'est vraiment des perles rares dont ont besoin pourtant les établissements publics. Ils parlent souvent de législation contraignante pour le partage, l'accès aux données, ce qui n'est pas une nouvelle, et l'absence de guide de pratique pour pouvoir savoir comment évaluer la performance ou la sécurité de ces outils. Est-ce qu'on va mettre en place les mêmes processus de qualité et de sécurité qu'on utilise aujourd'hui? Non, certainement pas pour des systèmes d'apprentissage automatique qui évoluent constamment. Donc les prochaines étapes de ma recherche se concentrent autour de 2 idées, 3 à vrai dire. La première, c'est de sélectionner des cas d'implantation pour pouvoir suivre leur histoire et leur déroulement en faisant ressortir des enjeux centraux. Je l'ai déjà fait avec un outil de diagnostic et de triage qui est utilisé dans une urgence et qui repose sur un système de traitement automatique du langage. Et j'ai regardé comment les médecins utilisaient ce système ou finalement avaient du mal à s'approprier l'information qui était émise par la volée. Et tout ça a fait revenir des questions, même des perceptions un peu erronées de la législation. Se demandant est-ce que cette information va m'engager, si elle est erronée, elle vient du patient. Donc toutes ces questionnements juridiques émergent parfois seulement dans la pratique. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller sur le terrain et voir comment sont utilisés ces outils. Aussi, je voudrais pouvoir travailler avec les équipes dirigeantes pour mettre en place des processus, des méthodes pour les outiller dans l'analyse de ces systèmes, comment mieux les implanter, comment expliquer aux praticiens, aux utilisateurs finaux, que finalement ces outils-là ne viennent pas seulement introduire de l'insécurité, mais qu'il faut les tester en milieu réel, il faut pouvoir créer des pilotes d'implantation. Et en fait aussi d'émettre des recommandations à l'intention des développeurs, par exemple pour mieux intégrer les utilisateurs finaux dans le développement. C'est des problèmes que je vois couramment dans la non-adoption. On présente quelque chose qui peut être idéal, parfois des systèmes qui sont même développés par des médecins eux-mêmes, et les autres pensent qu'ils n'ont pas été inclus, même entendus dans le développement. Donc c'est là les enjeux des prochaines étapes de ma recherche. Merci beaucoup. On soulève là des questions pertinentes. Comment éviter que les innovations d'intelligence artificielle ne sombent